Voilà, je pourrais parler plus longtemps, bien sûr. Vous avez peut-être des questions, des interrogations. Il y a un micro qui est prêt à circuler dans la salle. Je vais juste faire une petite remarque, peut-être pour lancer le débat. Je me demande si l'utilisation du mot de musique populaire, comme j'ai entendu, ça risque pas d'induire un peu en erreur un public occidental. Pour moi, c'est quand même de la musique de chambre, savante. La musique populaire, ça serait plutôt le kailong. Oui, c'est une bonne remarque. Je le précisais surtout dans ses origines et dans la mesure où très longtemps il n'y a pas eu de professionnel de cette musique-là et que notre définition de la musique de chambre correspond à un lieu fermé et justement le taito se joue à l'extérieur, hein, se joue à la campagne traditionnellement. Il devient maintenant une musique beaucoup plus raffinée, beaucoup plus riche, et il est en train de prendre la voix d'une musique de chambre. C'était plutôt dans son origine, vous voyez, hein. Mais vous avez raison de faire cette nuance, tout à fait. En tous les cas, au point de vue esthétique, on n'est pas dans des esthétiques banales, on est dans un raffinement extrême, hein. J'ajoute encore, le public de cette musique est un très très large public, hein, comparé à d'autres musiques qui sont des musiques réservées à une élite, par exemple le kachu, hein, qui de tout temps a été réservé à une élite. C'est un personnage qui invitait quelques amis pour une soirée de kachu. C'est très différent. Là, c'est beaucoup plus dans la vie de tous les jours. En tout cas, ça l'était. Oui, oui. Alors, des jeunes qui écoutent cela, forcément qu'il y a une grande occidentalisation. Nous sommes au sud du Vietnam, qui est déjà peut-être plus occidentalisé, enfin c'est pas un terme, mais ouvert au pays de l'Ouest que le Nord. D'une part, il y a beaucoup de musique de variété, il y a toutes sortes de musiques qui pénètrent la musique de tous les jours. Mais il y a des jeunes qui jouent ces instruments. Il y a par exemple des jeunes qui jouent de la guitare électrique, vous voyez, une guitare électrique solo, hein. Car là nous avons vu un ensemble, mais le début du taito, ça commence quand il y a deux personnes. Ça peut être 3, 4, 5, 6. Hein. Donc oui, il y a des jeunes, ce n'est pas qu'une musique d'hier. Maintenant, les proportions, c'est une population très jeune, donc il y a beaucoup d'ouverture sur toutes sortes de musiques, comme dans tous les pays, hein. Je voulais savoir comment se faisait la transmission très bonne l'enseignement, oui. des écoles très spécifiques. Voilà. Alors, depuis le milieu du XXe siècle, déjà, il y a un enseignement au conservatoire de Saigon, enfin à Ho Chi Minh City, donc des enseignants qui transmettent leur savoir de manière orale. Ce répertoire est fixé, on a essayé de le transcrire par écrit, mais ça reste un aide-mémoire dans la mesure où l'interprète est sollicité pour y apporter sa touche personnelle. Donc dès le départ, vous ne reproduisez pas quelque chose de précis, comme la 5e symphonie, c'est toujours 60 000, etc. Et bien là, vous allez avoir dès le départ une incitation à apporter votre interprétation personnelle. Donc l'éducation est essentiellement orale, pratiquement uniquement orale, mais ça commence à avoir aussi, il commence à y avoir quelques transcriptions écrites qui sont des aides-mémoires. Ce ne sont pas des partitions que là, ce sont des notes, hein. Je ne voulais pas me tromper ni oublier, mais les musiciens jouent tout de mémoire. Et on est dans l'écoute de l'autre, hein. Donc il y a des enseignants qui font travailler leurs élèves régulièrement. Et à partir d'un certain temps, ils sont libres de commencer à jouer des pièces avec eux et ils étoffent leur répertoire. Mais ce que me disait un musicien, y compris Tran Van Rey, à qui je rends hommage d'ailleurs, parce que c'est un
professeur d'ethnomusicologie qui a été longtemps professeur à la Sorbonne, que beaucoup connaissent peut-être, et qui a quitté le Vietnam dans des conditions difficiles, qui s'est installé en France, qui a eu toute sa carrière en France, et étant en retraite, il est retourné au Vietnam, et il est d'ailleurs très honoré, il vit encore très bien à Saigon, il reçoit beaucoup de monde, et il enseigne toujours. Et justement, il disait que l'apprentissage des mélodies n'est pas trop difficile, des trames mélodiques, hein, on dit aussi des squelettes mélodiques. Ce qui est difficile, c'est leur interprétation. C'est savoir, c'est un peu comme apprendre par cœur un poème, c'est faisable. Le réciter, lui donner vie, c'est autre chose. J'aurais voulu en fait, savoir en fait, aussi dans la musique vietnamienne, peut-être même dans ce répertoire-là, je vais dire quelque chose un peu de quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose. Mais en tout cas, par rapport donc, à l'histoire du Vietnam, il y a eu l'influence chinoise, évidemment. Ici, donc, de l'influence chinoise est évidemment très forte, et là, les sonorités donc, sont chinoises. Mais je me demandais, comme le Vietnam a eu aussi d'autres influences, notamment l'influence des Cham, donc cette influence indienne, donc, venant donc de Bornéo. Si dans ce répertoire-là, il y avait cette influence-là aussi, ces sonorités-là aussi, cette perception. C'est une très bonne question, au contraire. Merci de la poser parce que ça va me permettre de développer justement cette dimension d'une sensibilité ce qu'on va appeler les modes, mais également à ce qu'on appelle les nuances. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modes dans la musique vietnamienne et chaque mode peut avoir différentes nuances. Et cette influence-là, cette sensibilité très forte au mode, vient probablement de la période Cham, justement, de cette influence de la musique de l'Inde au centre du Vietnam. Mais je rappelle que les habitants du Sud viennent en partie du centre et les maîtres de la cour de Hue sont venus avec leur savoir-faire qui lui-même avait été influencé par la musique indienne. On retrouve quelques instruments comme le tambour qu'on appelle le tambour de riz, hein, qui ressemble au molingam. C'est un tambour horizontal qui est directement issu de la tradition Cham également. Donc il y a une légère nuance. Finalement, sans être trop réducteur, mais la musique vietnamienne serait une musique de forte influence chinoise avec des influences également de l'Inde. Tout en restant très nuancé parce qu'on est là face à des grandes cultures et puis il y a des micro-cultures, il y a des micro-événements, il y a des influences variées. Hein. Alors concernant l'influence, les autres influences, eh bien, on a vu des instruments déjà, hein, la guitare, c'est un exemple. Peut-être la structure également de la poétique qui a aussi été intéressée par la culture française. C'est ce que me disent certains témoignages. Hein. Je crois que cette combinaison a fait que dans le Sud, il y a eu cette émergence originale qui n'a pas fini d'ailleurs de se développer, je pense. Une question, je voulais savoir avec quel accent ils chantaient les chanteurs, parce que c'est... En chanson, je n'arrive pas à me rendre compte de l'accent. Ils chantent avec l'accent du Sud ou uniquement au contraire un accent un petit peu standard? Alors, le texte est standard. Ce sont des poésies qui sont compréhensibles par tous les Vietnamiens. Donc après, selon les mélodistes, vous allez avoir des mélodistes qui vont être plutôt du Sud et qui vont apporter une mélodie influencée par l'accent du Sud, mais l'accent est plus standard. Dans le chant, il y a une sorte de continuité territoriale, si vous voulez. Hein. Un petit peu comme en français, on entend moins les accents quand on chante, puisque les notes tenues sont des notes sur des voyelles ou des bouches fermées. Et donc les accents sont assez faibles. Je pense qu'au niveau des chants, il y a trois, pour distinguer, il y a trois régions du nord, du sud et du centre. Je pense que les accents, ça change complètement. Les chants qu'ils ont chantés tout à l'heure, ça vient du sud. Vous avez de manière montée différente que du centre ou du nord. Oui, dans le traitement mélodique, tout à fait. Donc, mais là, je voulais préciser aussi au niveau
l'enseignement de musique vietnamienne, je pense que les instruments, il faut quand même savoir où se trouvent les notes. Bien sûr. Donc, forcément, il y a les professeurs qui donnent des cours et ça ne peut pas prendre tout seul en fait. Ah non, 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 non. Au contraire, il faut un maître ou un enseignant, en sachant qu'il y a aussi une sorte de solfège, si vous voulez. Il y a des règles musicales, du système musical, avec des noms de notes, etc. Il y a tout un vocabulaire analytique, bien sûr. Oui, oui. Bonjour, j'ai vu que certains musiciens passent allègrement d'un instrument à l'autre. Est-ce que ça fait partie de leur formation aussi? Ils doivent plus ou moins savoir jouer plusieurs instruments de musique. Oui, c'est une bonne question qui surprend un petit peu peut-être les Occidentaux. On voit mal un oboïste prendre le rôle du violon dans un orchestre. C'est très courant en général dans les musiques traditionnelles dans le monde. Il y a certains musiciens qui sont polyinstrumentistes, qui jouent de 4-5 instruments, d'autres très bien d'un, mais ils n'osent pas avouer qu'ils en jouent quand même de un ou deux autres à côté. C'est assez courant. Dans l'enseignement, c'est assez encouragé parce que si vous voulez jouer avec des amis qui jouent déjà d'un instrument, et là on encourage le fait d'avoir un seul instrument à chaque fois, il est préférable de se plier à un deuxième instrument, ce qui étoffe les possibilités de jouer. Dans la mesure où le répertoire est le même. Le répertoire est le même, on va changer d'instrument. Donc, ils sont chanteurs aussi. Oui, alors, pour être chanteur, il faut vraiment un vrai talent de chanteur, mais ils savent tous chanter. D'ailleurs, on mémorise les chansons, les mélodies par les chansons, et toutes les mélodies ont un titre qui est en général l'incipit, c'est-à-dire le début de la chanson. Justement, puisqu'on parlait du chant, il y a un aspect de la musique du Sud qui, je crois, est lié au taiteux et dont tu n'as pas du tout parlé. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots de la relation entre le taiteux et l'opéra rénové Kai Luong? Oui, bien sûr. Alors, l'opéra rénové, et même avant l'opéra rénové, l'opéra rénové qui est encore très présent, puisqu'il y a des bâtiments, on a construit des lieux pour l'interprétation. Cet opéra a encouragé, enfin les chanteurs de cet opéra se sont intéressés à participer aux musiques de taiteux et parfois même à avoir une gestique, à avoir une sorte d'interprétation physique des textes qu'ils chantaient. Et ce savoir-faire, ils l'ont apporté dans la musique de taiteux. Tu as raison, Pierre, de le dire, je l'ai un peu mis de côté. Alors ça, c'est très caractéristique, effectivement, du sud du Vietnam. On peut retrouver quelques équivalents dans le nord, mais pas à ce point. Pas à ce point. Peut-être que tu voulais que je dise autre chose encore? Non. Merci. Comme c'est toi qui commandes les horaires. S'il n'y a pas d'autres questions, il ne reste plus qu'à remercier Île-de-France et le groupe Poémé. Voilà, je vais vous prier de bien vouloir libérer la salle parce que nous allons devoir la préparer pour le concert. Merci beaucoup.